Le cinéma est un art, mais c'est avant tout une œuvre collective. Et si nous mettons souvent en avant les acteurs ou les réalisateurs, on oublie néanmoins tous les métiers de l'ombre qui sont nécessaires pour fabriquer un film. Enfin ça, c'était avant. Bienvenue dans les métiers cachés du cinéma. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast des métiers cachés du cinéma. Aujourd'hui je reçois Margot Allenstein et Léonore Thietry qui sont première et seconde assistantes caméra. Bonjour à vous et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour et merci pour ton invitation. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous vulgariser votre métier ? Moi, Margot Allenstein, j'ai 38 ans, ça va faire une dizaine d'années que je suis première assistante caméra. J'ai un parcours un petit peu atypique parce que je ne suis pas tout à fait passée par les cases classiques, à savoir troisième et seconde. J'ai fait quelques expériences de seconde assistante caméra. Donc j'ai ce parcours de première à travers plusieurs types de projets très différents. Et maintenant, je suis de plus en plus sur de la fiction. Et mon métier consiste principalement à faire ce qu'on appelle la mise au point. C'est vraiment l'essence de ce métier. Mais il y a tout plein de choses qui fonctionnent autour. Et on pourrait peut-être rentrer dans les détails après. Tout à fait. Et moi, je suis Léonore, je suis seconde assistante caméra. J'ai 25 ans et j'ai un parcours effectivement un peu plus atypique par rapport à Margot. J'étais troisième avant et je suis passée seconde récemment, il y a 1 an et demi maintenant, je crois. Et je suis sortie d'une école de cinéma 3IS, comme plein de gens. Et moi, je dirais que mon métier, pour faire simple, il constitue à assister le premier assistant caméra, à faire le lien aussi entre le troisième et le premier. Et je suis un petit peu responsable de l'organisation du matériel caméra aussi, quoi. Ok, ça marche. Pour vous, quelles sont les compétences et les connaissances principales qui sont nécessaires pour cette profession, aussi bien de première que de seconde ? La priorité, c'est la rigueur, l'organisation, une certaine exigence, je dirais, avec soi-même, et surtout savoir aussi déterminer le niveau d'exigence qu'on nous demande en face. Être flexible, savoir ajuster son comportement et peut-être, j'allais dire, ses qualités, ses défauts, en fonction du projet et du chef opérateur. On n'est jamais tout à fait amené à jouer les mêmes atouts sur chacun des projets qu'on fait. Et il y a évidemment développé ce côté geek qu'on pensait aussi parfois ne pas avoir, parce que moi je l'ignorais, et je l'ai développé progressivement, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu aussi. Mais il faut se tenir à la page. Il faut être curieux du matériel et il faut suffisamment très bien même le connaître pour savoir tout ce qu'on peut en tirer et comment répondre au plus juste aux demandes qu'on nous fait en un temps record aussi. Donc c'est une connaissance du matériel pour être efficace et rapide. Et je pense qu'il faut être débrouillard aussi par rapport à tout ça et être persévérant, parce que moi je pense qu'il y a des fois, en fait, notre métier, c'est de gérer les problèmes, en fait. Et en fait, c'est vraiment pas un truc de A à Z où on arrive le matin et tout fonctionne comme tu veux. En fait, c'est rarement le cas, je trouve que c'est jamais le cas. Donc c'est pour ça qu'il faut, en fait, avoir conscience que c'est vraiment un travail d'équipe. Et à chaque fois, il faut trouver une solution pour résoudre le problème, quoi qu'il arrive. Parce qu'on a beau avoir, quand tu regardes particulièrement notre métier, où tu as 15 000 matériels et tu te dis que tout fonctionne bien, en fait, t'en es toujours à te dire « Ok, bon, ça marche pas », ou en fait, telle personne n'a pas pu me donner accès à ça, ou j'ai pas pu prendre ça, ou machin. Bon, faut que je trouve une solution, parce que de toute façon, il faut tourner et il faut faire le plan, en fait. Il y a un peu un sentiment d'urgence. Et du coup, je trouve que ça amène à savoir gérer son stress aussi, que moi, j'ai vachement appris en fonction des années de travail que j'ai faites. Au début, comme plein de gens, on est assez angoissé, assez stressé. C'est un problème générationnel, de toute façon. Et en fait, tu te dis vraiment, d'accord, si je stresse, il va rien se passer, ça va être une galère. Et en fait, stresser moi-même, le montrer, fait stresser l'autre en dessous ou l'autre au-dessus, et ça devient une galère incommensurable.
Donc je pense que c'est important de savoir gérer ses angoisses aussi. Ouais, il faut complètement avoir la capacité à travailler sous pression. Ouais. Il faut réussir à quelque part l'apprécier, à en tirer profit, parce qu'on peut travailler de manière assez efficace, parfois sous pression. Je trouve qu'il y a une pression qui est positive, parfois elle est aussi mal amenée, et ça n'est pas une bonne pression, mais c'est à nous de savoir la gérer, savoir l'encaisser quand elle vient du dessus, savoir gérer sa propre pression et savoir aussi ne pas la déverser en dessous. Donc ça demande quand même un self-control qui est assez particulier. Mm. La communication aussi, énormément. Et moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. J'ai fait en sorte aussi d'être toujours la plus claire possible, d'anticiper, de ne pas donner trop d'infos, mais de donner les bonnes infos. Et je pousse toujours un peu l'équipe à faire la même chose. Si je constate à un moment qu'il y a eu un loupé, hop, j'aime qu'on reprenne ça entre nous, qu'on se fasse des micro-réunions, qu'on cherche comment ne pas reproduire ces petits loupés et leur rappeler cette info, j'en ai besoin, tu me l'as dit au Toki. Et au Toki, on répond, copie, reçu. Et ça, c'est hyper important pour moi. C'est que moi, je vais peut-être avoir je suis tout le temps à la face. Je vais avoir beaucoup d'infos qui vont tomber. J'ai des chefs opérateurs, opératrices qui parfois balancent des infos sans te regarder. Ça, c'est une façon de faire. Tu développes un petit peu l'oreille au son de la voix de la personne. Et puis tu sais anticiper parce que comme tu as un peu une oreille et je dirais les yeux sur un petit peu tout ce qui se passe à 360 degrés, c'est pour ça que ça te demande tout le temps une certaine attention. Tu vois un petit peu les choses arriver, tu comprends ce qui se passe, tu peux anticiper. Et là, moi, je vais donner un maximum d'infos au Toki. Moi, je donne les infos et c'est vrai que j'ai besoin d'avoir un retour de l'équipe qui me dit reçu. Et ça, par exemple, ça paraît bête, mais sur ce genre d'éléments de communication, pour moi, c'est primordial parce que c'est très embêtant si l'équipe n'a pas eu l'info et j'ai besoin de le savoir, moi. Et si l'équipe n'a pas eu l'info et que la chose n'arrive pas, c'est évidemment moi qui suis responsable. Voilà, donc la communication, c'est primordial. Maintenant, pour revenir un peu dans le passé, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a poussé vers le cinéma et plus particulièrement vers ce métier ? Moi, c'est à la fois très bizarrement précis et en même temps un peu flou. J'ai fait un premier stage dans une société de production là où j'habitais quand j'étais enfant. Et j'étais en 3e, je crois. Et en fait, c'était vraiment un genre de plan B. Tu sais, c'est les stages qu'on doit faire en 3e au collège, là, ou en seconde, je sais plus. En 3e, t'as un stage d'une semaine à faire. Ouais, voilà, c'était ça. Et en fait, donc c'était un plan B parce que je voulais faire de la mode, moi, à la base. J'en suis pas là du tout. Et en fait, j'ai vraiment adoré ça, quoi. Alors que j'avoue, je voyais des tournages ou des petits trucs... pas non plus dingue, quoi, mais je me suis dit, genre, waouh, leur métier a l'air fou. Et du coup, après, j'ai retravaillé un peu avec eux, tu sais, les étés et tout. J'ai fait 1 mois et tout. Et après, ils m'ont dit, mais tu peux faire une école, quoi. Je savais pas du tout qu'il y avait des écoles comme ça. Et puis j'ai regardé, puis je suis tombée dedans, j'ai fait ça. Mes parents ont dit, ok. Et après, j'avoue, ouais, j'ai un peu eu ce déclic en sortant de l'école. Je me suis dit, genre, ouais, je serai assistante caméra. Et du coup, j'ai fait 2 ou 3 stages en boîte de loc. Et après, j'ai énormément eu de chance quand même. Parce que c'est vraiment une grande part du début des tournages, je pense. Enfin, franchement, moi, je trouvais qu'on avait plein de compétences similaires à l'école avec plein de gens et tout. Mais il y en a qui font pas du tout le métier que je fais aujourd'hui. Parce qu'on n'est pas tombé sur les mêmes personnes, quoi. Voilà, moi, il y a une part de ça, je pense. Moi, c'était l'envie d'être comédienne, mais je m'intéressais beaucoup au théâtre quand j'étais petite. J'avais fait des cours de théâtre. J'ai passé le concours quand j'avais 15 ans au cours Florent, pour lequel j'ai été acceptée, sauf que évidemment ma maman m'a dit tu auras ton bac avant. J'en étais très malheureuse et j'ai fini heureusement par obtenir ce bac. Et pendant ces années de lycée, j'ai compris que le comédien et la comédienne n'étaient pas les acteurs au sens large principaux du
du film, qu'il y avait beaucoup d'autres personnes engagées, et je voyais sur les crédits ou les affiches réalisées par. Et là, j'ai compris qu'il y avait un chef d'orchestre qui était au-dessus de ça, qui prenait toutes les décisions, et j'avais envie en fait d'être cette personne-là, donner les ordres. Et donc j'ai fait une école de réalisation, j'ai fait l'ESRA, qui est une école privée à Paris, dans la branche écriture de scénario et réalisation. J'ai poursuivi mes études aux États-Unis, où j'ai fait une école dans la même branche en fait à New York, la New York Film Academy. Et je suis sortie de là avec un anglais très approximatif. Et quand la voie presque normale était celle d'aller essayer d'être déjà dans un premier temps assistant réal, je comprenais que c'était très difficile de donner des ordres en anglais. Donc j'ai trouvé une planque. Et très vite, et j'ai commencé par un petit peu de régie, un petit peu de déco, un petit peu de choses comme ça. Et en fait, très très vite, en passant le balai avec plein d'énergie, il y a quelqu'un qui m'a vue et qui m'a dit « Écoute, je vais faire l'image d'un film de thèse de la NYU. Est-ce que tu veux être ma première assistante caméra ?» Alors j'ignorais quand même assez bien le métier encore à l'époque, même si j'avais vu à peu près ce que c'était de loin. Et puis en fait ça a commencé comme ça, et j'ai fait le point. Donc mon premier projet, le deuxième plan de cette journée-là, c'était au STED. Je découvre le STED. Alors, je suis bien embêtée sur les prises de points parce que ça va dans tous les sens. Et puis en fait, ça continue. Je continue à faire des films de thèse de la NYU. Le projet suivant, on est en pellicule, 35 mm. Je découvre, je fais semblant. Et puis ça continue et ça continue. Et puis un jour, je suis payée pour ça. Et je rentre en France 3 ans après. Et je me vends directement comme assistante caméra, comme première assistante caméra, en me disant... et ben va falloir y aller parce que je recommence à zéro, donc tant qu'à faire, autant que je gagne un peu de temps. C'était un certain pari, et j'ai eu du bol. J'ai beaucoup travaillé en pub. Il y a eu un petit peu de fiction, j'en suis sortie pour y revenir au moment du post-Covid, quand on manquait de techniciens, et mon nom a circulé, et j'ai repris un peu plus la fiction. Vous avez travaillé sur différents longs métrages comme Murder Mystery 2 de Jérémy Garlick ou Wolfgang de David Gelb, Gelb. En tant que première assistante pour toi, Margot, de ton côté, Léonore, tu as été sur des projets tels que La Nuit du 12 de Dominique Moll en tant que troisième assistante caméra et Le Procès Goldman de Cédric Kahn en tant que seconde assistante caméra. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les différences entre ces postes, et en incluant le poste de troisième aussi du coup? Les 3 postes, ils interviennent au même moment, tous les 3. On commence et on termine ensemble. Premier, second et troisième / vidéo, technicien vidéo. On va tous commencer la prépa à peu près en même temps. De manière générale, sur de la fiction, on a évidemment plusieurs jours, voire plusieurs semaines de prépa. Sur cette prépa, les jobs sont assez différenciés. Ouais, et assez distincts en plus. Ouais, on a vraiment tous nos tâches. Ouais. Pour ma part, j'ai beaucoup de tests, et parfois des tests un peu poussés, où on va commencer par le calage des optiques. On va ensuite regarder tout ce qui concerne les configs des caméras, toutes les configs dont on va avoir besoin sur le plateau, du stead, de l'épaule, de la grue, du ronin... quelles que soient les configs, on va les passer plusieurs fois. On va essayer de chercher de l'efficacité pour aller passer de l'une à l'autre au plus vite. On va avoir des tests avec le DAT aussi, s'il est présent. On va aller faire des tests de colorimétrie. On va vérifier la colorimétrie des filtres. On peut faire des tests optiques déjà bien en amont, mais il arrive aussi que pendant ces essais-là, on ait encore quelques tests optiques, tests maquillage. Donc on va être avec les comédiens et les comédiennes, on va les mettre en conditions de tournage, que ce soit maquillage, coiffure, habillage. Et moi, en tant que second par rapport à ça, je pense que j'ai un rôle un peu plus terre à terre en fait, c'est-à-dire que je trouve que je prends le relais sur les préparations qu'elle va faire, et moi j'organise
tout ce dont on va avoir besoin. En fait, ça paraît un petit peu bizarre, mais elle va tester par exemple plein de configs, tu sais, qu'on aura besoin de passer tout au long du tournage. C'est quoi t'appelles une config? Une config, c'est-à-dire que en fait, la config de base, on l'appelle studio. Et en fait, elle est... C'est la façon dont tu vas construire la caméra pour qu'elle réponde à un mouvement de caméra précis. Donc effectivement, tu as la config studio où on va avoir la caméra sur une tête, qu'elle soit sur branche, sur pied ou sur dolly, parce qu'on va avoir besoin de faire des avancées. C'est une configuration genre physique, physique. C'est pas une configuration genre des réglages, je sais pas, à l'intérieur de la caméra quoi. C'est physique et c'est le type d'accessoire que tu vas y mettre. C'est l'ergonomie que tu vas donner aussi en fait. Effectivement, dès que tu vas passer sur une config épaule, alors on va essayer d'alléger au maximum, on va rajouter tel ou tel ou enlever tel ou tel élément pour qui sera peut-être plus utilisé à ce moment-là, comme je pense à un écran ou ce qu'on appelle un l'œilleton. Il y a des chefs opérateurs ou des cadreurs qui aiment cadrer avec tel ou tel accessoire. Et ensuite, c'est vrai que cette organisation, donc moi je vais aux essais optimiser au maximum ces configurations de caméra. Et Léonore, elle, va être en charge du conditionnement, de l'organisation de toutes ces configs. Et au moment où sur le plateau on a besoin de changer le config, soit effectivement moi je suis occupée ailleurs et elle s'en charge, soit on le fait ensemble, mais j'attendrai d'elle qu'elle arrive avec tout sur notre plateau déjà prêt pour gagner un maximum de secondes, de minutes. C'est ça en fait. En fait il faut quelque part tellement être rapide parce que personne n'a jamais le temps d'attendre qu'en fait il faut tout faire pour que ce soit au plus rapide. Et du coup, moi j'en passe aussi pour améliorer le rangement par exemple des choses, tu vois. Je mets tout en pochette, on a en fait des sacs adéquats, tu vois, vraiment qui répertorient tout ce dont j'ai besoin pour tel truc. Moi je peux pas me laisser juste d'avoir un sac où tout est en vrac dedans et je peux pas lui dire 2 secondes, je cherche ce dont on a besoin ou 2 secondes, je m'en souviens plus. Ça part de ça aussi en fait. Et du coup d'ailleurs, tous ces accessoires et ces caméras, etc., qui décide de les prendre, de les louer, de les acheter, je sais pas, pour ce tournage? C'est pendant la phase de pré-production justement où vous avez des demandes et vous dites qu'il faut ça. Il y a oui, tout à fait. Il y a la prépa pendant laquelle sont engagés les chefs de poste et le chef opérateur. Et sur ces repérages techniques, et en fonction des besoins et de ce qui est discuté avec le ou la réalisatrice, il va établir une liste que moi je vais venir alimenter. Je rajouterai des accessoires qui ne nous concerneraient à la limite que nous et pas lui, qui concerneraient aussi le reste de l'équipe sur de la vidéo par exemple. Chacun après premier, second, troisième vient alimenter encore cette liste avec tous les petits besoins, ce que l'on va appeler les petits accessoires, les câbles, les accroches, et cette liste là elle est ensuite envoyée au directeur ou directrice de production qui va aller chercher les meilleurs des devis auprès des loueurs, de la disponibilité également, mais la première disponibilité et les éléments de cette liste qu'on va envoyer en priorité, c'est la caméra et les optiques. Parce que ça n'est pas forcément disponible chez tous les loueurs et que ça va se décider en fonction de la disponibilité de là où on trouve caméra et optique, parce que ça, c'est un choix esthétique qu'on ne remettra pas en question pour des questions de disponibilité. En fait, pendant les essais caméra aussi, c'est là où en fait on fait le point sur les 8 semaines de tournage de tout ce dont on va avoir besoin. Et il y a des choses pour des questions de budget notamment, et un peu c'est vraiment du matériel ponctuel, que on ne va pas partir avec. Et moi, je suis chargée de jeter un œil là-dessus. Et en fait, je tiens la relation entre le loueur et notre équipe caméra en fait. Et donc moi je dois m'assurer que lundi 14 on a besoin de une optique supplémentaire ou de tel truc supplémentaire pour je ne sais quelle config. Il faut donc que je m'assure
qu'on le reçoive la veille, que je vérifie moi-même qu'il fonctionne, parce que ça, Margot peut pas spécialement s'en absenter. Et du coup, je dois aussi faire en sorte que ça reparte bien au loueur le mercredi, que s'il y a un problème, c'est moi qui en suis responsable, c'est moi qui vais appeler le loueur pour vérifier que tel matériel finalement il a un souci, donc j'ai besoin de l'échanger. En fait, j'ai vachement un rôle à l'arrière aussi. Parce que ce qu'on ne dit pas en fait, c'est que nous, on commence notre prépa en essai caméra, mais il y a beaucoup de techniciens et d'autres qui commencent leur prépa en repérage. En fait, tous les décors du film, normalement, quand on a le temps, sont repérés en amont. Et notamment dans ces techniciens qui le font, il y a le chef machinot et le chef électro. Et moi, des fois, comme en fait on ne les fait pas, ça c'est quelque chose qu'il faudrait peut-être faire en sorte, si on pouvait, ce serait pas mal. Moi, j'aimerais bien. Moi, du coup, je vais pouvoir un petit peu quelque part faire ma petite fouine, et je sais que pour savoir si le décor est compliqué d'accès ou quel plan est-ce qu'ils veulent faire, qu'est-ce qu'ils vont installer en amont là-bas, je vais aller voir le chef machinot en fait et lui demander des infos que lui il a. Après, je vais aller voir aussi l'assistant réalisateur pour lui dire quand est-ce qu'on termine la séquence normalement. Est-ce que si on compte la pause déj avant, est-ce qu'on déplace le matériel avant la pause déj? Est-ce que je vais aller parler au chef électro pour lui dire est-ce qu'il y a de l'électricité là-bas, ou est-ce que j'ai besoin pour tel décor de demander peut-être de vérifier qu'il y a un groupe électrogène. En fait, moi je vais essayer d'aller chercher toutes les infos pour faire en sorte qu'on arrive sur le prochain décor et que ce soit tout calé quoi en fait, et qu'on perde encore une fois le moins de temps possible. La script que tu as eu en podcast aussi, elle t'en a parlé, le rapport caméra. Le rapport caméra, il faut en parler parce qu'on n'a pas... Il peut servir à la caméra et il peut servir à la script. Il peut servir au montage. En fonction de à qui il va servir, les infos ne seront pas les mêmes. Donc on a un petit peu... Parfois, on fait un peu tous à notre sauce. On se met d'accord sur le plateau. La script, elle t'a expliqué en quoi elle en avait besoin. Nous, quand on a besoin d'un rapport caméra, pour la caméra, ce sera vraiment pour conserver un suivi des settings et des configs et des choix optiques, des choix de white balance, des choix de filtres, de choses comme ça, pour deux raisons. Dans l'éventualité où on a un reshoot, dans l'éventualité où on a une deuxième caméra qui pourrait soit intervenir le jour même, soit peut-être terminer une scène qu'on n'a pas eu le temps de finir. C'est pour, évidemment, c'est une espèce de garde-fou aussi, c'est pour éviter des erreurs, c'est pour garder un petit peu toujours l'œil sur ces choses qui changent et rester constant. C'est pour quand on tourne une scène et on va faire ça sur plusieurs jours séparés sans forcément faire des jours consécutifs, c'est de pouvoir retrouver les configs et les settings qu'on avait eus. Et du coup, le troisième assistant, on n'a pas du tout parlé. Il y a effectivement le boulot du troisième assistant vidéo, qui est un poste où en fait, pour essayer de l'expliquer un peu simplement au début, il est vraiment responsable des écrans qu'on va avoir sur le plateau. Ça paraît un petit peu bête dit comme ça, mais en fait, il y a énormément d'écrans, de plus en plus aujourd'hui, de plus en plus par rapport au Covid en plus, où en fait, il y a un écran pour que le réalisateur voit ce qu'il fait, il peut y en avoir un pour la script, il peut y en avoir un, déjà, il y a le premier assistant, il y en a un peu comme ça, de manière éparse, et il y a ce qu'on appelle le combo, qui est assez compliqué à faire quand même, parce que ça consiste en un écran, et un grand écran quand même, et un enregistreur externe. Et en fait, ça, c'est quand même le point clé d'un plateau, je trouve, où en fait, derrière, il peut y avoir le réalisateur, la script et tout ça, et s'ils n'y sont pas tout le temps, de toute façon, ils y passent quand même quasiment après chaque prise, pour avoir le moyen de revoir la prise et de vérifier que tout va bien, en fait. Et bizarrement, oui, on ne relie pas directement de la caméra, en fait, et on relie d'un enregistreur externe. Pour comme ça, parce que c'est un poil plus rapide, et comme ça, en fait, certaines personnes vont relire pendant qu'on utilise la caméra pour préparer le plan d'après. Tout est question toujours de gagner un maximum de temps, en fait. Et donc le troisième, ou l'assistant vidéo, il est chargé de ça, et donc de vérifier
que finalement qu'il y ait une image tout le temps, absolument tout le temps. Et c'est ça où son rôle est un peu ingrat quelque part et quand même assez dur à gérer, parce que quelque part c'est souvent le premier poste par lequel on passe, et c'est souvent des jeunes qui n'ont pas beaucoup d'expérience en fait. Et en fait on utilise pour le combo et tous les écrans un système de vidéo HF, mais en fait qui est autant performant pour n'importe lequel qu'il soit, que défaillant à certains moments sans qu'on puisse le comprendre. En fait, c'est pour ça qu'on est peut-être technicien vidéo, mais on n'a pas inventé ces choses-là, quelque part la caméra aussi, et que quand il y a un problème avec, il y a un problème, il faut du temps pour le régler. Et en fait, c'est ça où je dis que c'est ingrat, parce que les postes qu'on a, qui s'apparentent, je trouve, aussi au premier ou au second et tout, il faut régler le problème au plus vite, savoir le gérer au plus vite, alors qu'en fait, on n'en est pas responsable et qu'on ne sait pas spécialement ce qui va pas, tu vois. Et donc, assistant vidéo, c'est ça. Et c'est faire en sorte qu'il y ait constamment une image, comme si ta télé ne marchait plus, en fait, et tu sais pas pourquoi. Et ça, du coup, sur tous les tournages, il y a toujours un troisième ? Ouais, enfin, normalement, oui. Normalement, oui. Maintenant, de plus en plus. Mais avant, ça s'apparentait beaucoup plus au poste de stagiaire. C'est pour ça que je trouve ça encore plus ingrat. Parce que c'est quand même un métier à part entière où, en fait, ça évolue tellement vite, on utilise tellement de nouveaux matériels que moi-même, j'y étais, je crois, il y a 2 ou 3 ans. Et il y a des nouvelles choses que je ne connais pas, parce que je les ai pas en main constamment dans la journée. Et du coup, on a parlé de rôle de chacun en prépa. Tu as commencé à en parler, Margot, du coup, du rôle sur le plateau. Peut-être on peut développer un peu plus, du coup, ce que vous faites concrètement et parler justement du fameux point, qui est un peu le cœur de ton métier. Ouais. Alors sur le plateau, on est, je dirais qu'on va tous les trois occuper un espace un peu différent, même si on va se croiser pas mal de fois. Moi, en tant que première, je suis très principalement à la face, qu'on appelle à la face, donc sur le plateau et au plus près physiquement de la caméra et des comédiens et de toute l'action, de tout ce qui se passe. Léonore, elle va faire beaucoup le pont entre la face et m'amener tout ce dont j'ai besoin et tout ce qui peut se passer un petit peu en coulisses sur l'anticipation et la préparation de plein d'autres accessoires et configs. Et le troisième est technicien vidéo, lui est vraiment dans les coulisses avec toute l'équipe réalisation et script. Au moment du tournage, moi évidemment je réponds aux demandes techniques sur le choix qu'a fait le ou la chef opérateur sur tel ou tel settings de caméra, sur le choix optique, sur le choix de la config dont on parlait avant. On va pouvoir présenter un cadre assez vite. On aura une image qui aura été établie avec notre technicien vidéo et l'aide de la seconde si besoin. Léonore, elle est là toujours pour m'amener peut-être s'il y a un changement de filtre ou de choses comme ça. Il y a des réglages aussi qui deviennent des automatismes. Et ensuite, on va voir une répétition. Donc là, tout le monde va se mettre en place. On a évidemment tous les départements qui se mettent là où ils doivent. Moi, je vais travailler avec le chef machinot ou le machinot en fonction du mouvement de caméra qu'on aura à faire. Si on est sur une dolly, principalement, c'est vrai que là, on a plus d'interactivité tous les deux. Donc, on va se mettre ensemble des marques, on va parler avec le chef opérateur du mouvement, on va répéter celui-ci. Les comédiens vont jouer leur scène et Léonore se cache dans un coin et regarde avec moi précisément l'emplacement, les marques de chacun des comédiens. On va les marquer au sol. Je vais travailler pendant cette même répétition également avec le perchman. On va vérifier tout ce qui est ombre ou perche dans le champ. Ça, c'est aussi des choses qu'on peut demander à n'importe qui dans l'équipe caméra de regarder aussi sur un moniteur. Et puis moi j'ai pris quelques éléments de mesure, j'ai pris des points, des repères visuels. Ensuite, tout le monde se remet à travailler. Les comédiens sortent du plateau. Et là, Léonore et moi, on a un petit peu plus de place.
en se mêlant un petit peu à tous les autres départements pour répéter, reprendre les marques, les vérifier. Et à ce moment-là, moi, j'ai mes outils, écran, télémètre, décamètre et autres mesures outils de mesure pour avoir répété, pour être prête et pour savoir anticiper et garder en tête que tout peut changer. Et que si ça ne change pas énormément, ça peut déjà jouer en fait sur la mise au point. En fait, ouais, l'optique, c'est pour vulgariser un petit peu la chose, c'est si tout le monde a déjà joué avec un appareil photo et a cherché à faire la mise au point, c'est exactement le même principe. Alors évidemment, les optiques ne sont pas les mêmes, elles n'ont pas les mêmes... elles n'ont pas les mêmes caractéristiques, elles n'ont pas la même... le même poids non plus, la même envergure. Donc j'ai une bague crantée en fait construite directement sur l'optique. Je vais avoir un petit moteur cranté qui va venir se coller à cette bague. Et ça, soit c'est quelque chose que je peux contrôler manuellement au plus proche, je dirais presque accroché à l'optique, soit c'est quelque chose que je peux faire à distance avec une commande de points. Quand j'ai pris les mesures et que je connais les distances du comédien par rapport à ce qu'on appelle le plan film, qui est en fait un repère sur la caméra, qui était à l'origine sur les caméras pellicule, là où s'imprimait le film, donc tu commences à prendre ta distance à partir de ce point-là. Moi, quand je prends une distance et que je vois que le comédien arrive du fond de la pièce, qu'il est à 20 pieds, qu'il arrive 16 pieds, 14 pieds, il fait un premier arrêt à 14 pieds, et il revient, et il vient en courant, et il s'arrête à 3 pieds 6. Alors tout ça, c'est par expérience quelque chose que tu sais juger à l'œil autant que possible, parce que le jour où ton écran s'éteint parce que la batterie ou quoi, il va falloir que tu continues quand même à faire le point. Et ça, c'est un petit peu dommage, c'est quelque chose qui se perd avec le digital, mais bon. Et en fait, tu as ce report de distance sur ta commande et tu vas faire bouger pour aligner en fait chacune des distances en fonction du mouvement du comédien. Quand le comédien s'arrête à cette dernière marque 3 pieds 6 et qu'il marche un peu dessus, tu dois ajuster au plus vite. Le plus vite, c'est de le regarder lui. C'est pas de regarder ton écran ou ta commande. Et ce qui est très délicat, c'est de pouvoir en fait donner en une fraction de seconde le regard sur absolument tout. Donc juger de la distance à l'œil, aller la chercher sur ta commande et la vérifier si tu en as besoin sur ton écran. Et quand je dis si tu en as besoin, c'est que les très bons, ils en ont peut-être pas besoin, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la profondeur de champ qu'on nous demande ne nous laisse pas beaucoup le choix d'aller vraiment vérifier ça sur l'écran. Parce que du coup, quand les deux bougent en même temps, et le comédien et la caméra, ça va être encore plus compliqué de gérer. C'est délicat, c'est difficile. C'est là où toi, tu dois aussi savoir trouver ta place physiquement pour avoir en fait la meilleure le meilleur champ possible. Pour que ton œil en une fraction de seconde arrive à juger. Donc soit effectivement, il y a fonction du décor, tu te mets vraiment au niveau de la caméra, donc presque ce que j'ai appelé le plan film, donc à côté du cadreur, soit tu vas te mettre peut-être en latéral entre les deux, presque à distance équivalente autant que possible aussi, pour avoir un champ plus global des déplacements de chacun. Je me permets, mais sans gêner, le plus important, le comédien. Parce que moi, ce que je trouve remarquable, c'est qu'en fait, on nous demande de faire notre métier, quel qu'il soit, mais c'est toujours, ça passe toujours en second plan. Il faut jamais gêner le comédien. Faut être au maximum invisible et hyper silencieux. Ouais. Et c'est pour ça que je te disais aussi, quand ton ou ta seconde a la possibilité d'être devant l'écran, c'est aussi parfois parce qu'elle a l'impossibilité d'être ailleurs. Et ailleurs, parfois, tu aimes la voir sur le plateau parce qu'elle peut te faire des annonces. Et les annonces, c'est pareil. Soit tu as un décor qui est très petit qui ne te l'autorise pas, soit tu as des comédiens qui peuvent en être vite gênés. Et les annonces, le principe des annonces, je te laisse expliquer.
Ça va dépendre aussi des pointeurs, mais oui, le principe des annonces, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a repéré le mouvement du comédien dans la scène ou la séquence, moi, je vais devoir prendre des repères un peu partout, parce que en fait, des fois, ça se trouve, je peux noter au sol des choses, des fois, pas du tout. Donc moi, je vais devoir regarder ce mouvement-là, et avec Margot, on va se noter sur le mouvement, sur la distance que va parcourir le comédien, quels endroits elle va avoir besoin de connaître la distance, par exemple, déjà. C'est-à-dire que si on arrive d'ici jusque-là, on va se prendre par exemple 5 points, où moi je vais m'arrêter devant la caméra, elle va pointer sur moi, et elle va savoir, elle, sur sa bague de points, qu'on est à par exemple 14 pieds, puis on se fait une deuxième marque, 10 pieds, puis 6, puis stop, par exemple. Et moi, je vais devoir me cacher, littéralement, dans un coin du décor, et faire ces annonces en 5, 4, 3, 2, 1, par exemple. Et elle va m'entendre dans le talkie, et savoir que 5, c'est 14 sur sa bague, et donc au rythme auquel je vais annoncer les points, elle va bouger en même temps que moi. Donc c'est un peu stressant quand même, parce qu'en fait je deviens quand même vachement responsable de la netteté quand même. Si je loupe mon annonce, si elle fait que m'écouter, c'est loupé. C'est piégeant en fait. Aussi. C'est très piégeant. Donc il y a ça paraît assez simple, ça l'est pas du tout. Ça demande une petite expérience aussi de savoir faire des bonnes annonces. Ça demande aussi au premier de ne pas se reposer que là-dessus, de se méfier en permanence. Et c'est ce qu'on te disait aussi, c'est que le décor ne te laisse jamais la possibilité de te placer là où tu veux exactement. Léonore, il suffit qu'elle soit un peu de biais et elle ne voit plus à quel moment le comédien va atteindre telle marque, donc ça peut être faussé. C'est ça, parce que en fait, j'aimerais principalement me mettre vraiment en face et quasiment le suivre si je pouvais. Parce que si c'est par exemple, tu vois, rien qu'au 85 mm, un plan très serré, ça se joue, je loupe à quelques pouces en fait. Et là, c'est tout de suite flou, donc en fait, plus c'est serré, en règle générale, plus le flou est important, donc en fait, c'est immontable, tu vois. Et c'est ça qui est compliqué, parce qu'il y a des fois je ne peux pas faire ça, parce que faut aussi pas qu'on me voie, faut pas que je sois dans le champ, faut pas que je sois dans le regard du comédien, donc en fait je me mets à un emplacement où déjà effectivement c'est biaisé quoi, de base. Et je trouve des fois on ajoute à ça le fait que j'ai pu rien marquer au sol, puisque le sol est dans le plan, donc je dois moi essayer de prendre des repères en fonction de ce qui va arranger Margot, c'est-à-dire elle a besoin d'être à 14 pieds, puis d'être à 6, puis d'être à 3 par exemple, parce que s'il y a beaucoup de mouvements dans la bague, ou pas beaucoup, mais moi, il faut aussi que je puisse me dire, là dans l'espace, j'aimerais bien me faire une marque à cette table devant moi, parce que c'est physique, j'ai un point de repère physique et précis, en fait, ou que ce soit une plante ou quoi que ce soit, et pour en avoir déjà fait rien que sur une plage, ça devient compliqué. Parce que je se repérer sur un grain de sable, c'est compliqué. Du coup, il y a toujours besoin d'annonces pour tous les plans ? Non. Ça c'est quand tu peux pas voir toi, Margot. Non, ça va. Par exemple, j'ai 2 comédiens, je suis sur une longue focale, les 2 comédiens courent vers la caméra. Là, j'ai besoin d'annonces parce que c'est très rapide et je vais avoir besoin de ce rythme annoncé qui va m'aider. En revanche, j'ai une comédienne assise face à la caméra qui a pour habitude de bouger pas mal. Je sais que je vais me placer à tel endroit parce que je vais la voir, je vais me prendre des points de repère, on a des astuces, on a des outils qu'on développe tous un peu chacun de notre côté ou qu'on va aller regarder un peu chez les copains. C'est des façons en fait de s'adapter à chaque mouvement. Un petit mouvement n'est pas plus facile qu'un grand mouvement parce qu'il demande en fait à ajuster à chaque millième de seconde sur un millième de ta course, alors que un grand mouvement, c'est un grand mouvement une fois, et puis parce qu'il y a un moment où en fait tu commences aussi à comprendre chaque comédien a une façon de bouger. Ça aussi, tu prêtes très vite attention à ça. Tu apprends un petit peu la gestuelle de chaque comédien et chaque comédienne. Et en fait, tu les regardes
tu essaies de te détacher au maximum de ton écran parce que tu seras toujours plus rapide avec l'œil, puisque tu as un micro-délai dû à la vidéo HF, tu as un micro-délai qui est à peine perceptible, mais qui est déjà suffisant, toi, pour ne pas être au maximum de ta performance. Et tu vas commencer aussi à reconnaître un petit peu cette gestuelle de chacun. Ça aide beaucoup. Ça aide de prêter attention aussi à ça, je trouve. Donc c'est ces petites méthodes. Il peut y avoir des marques au sol où je n'aurai pas moi besoin d'annonce parce que je les verrai, ça me suffira, et que peut-être l'annonce justement va peut-être plus me déranger qu'autre chose. Et puis par moment, tu peux même pas être physiquement sur le plateau du tout. Et alors là, tu n'as confiance qu'en ton moniteur. Et c'est un autre exercice que d'apprendre à pointer que sur le moniteur. Ce qui se fait de plus en plus, mais c'est trompeur. Ça pourrait être complètement mécanique, mais en réalité, il y a quand même un certain sens. Il y a un sens du mouvement, du timing. Il y a aussi un sens esthétique en réalité. Donc il y a effectivement des bascules qui vont être demandées, donc passer d'un point à un autre. Les distances sont suffisamment conséquentes pour qu'il y ait un vrai changement en fait visuel qui s'opère et qui oblige le spectateur à aller regarder ce que tu lui montres. Ça, il y a une petite subtilité quand même là-dedans à savoir faire, parce qu'on donne l'importance à ce sujet, à cet objet ou à ce personnage à ce moment-là, parce que on va chercher le côté dramatique qui est en train de se passer au fond de la scène, parce que si ta bascule est plus rapide, elle est presque surprenante. Donc il y a une intention narrative que tu peux faire vivre à travers la mise au point, et encore plus à travers des bascules de points qui sont des vraies intentions, qui vont en plus faire sentir la technique, parce que la technique à ce moment-là elle est réellement perceptible. Ça ne veut pas dire qu'elle est perçue par toute l'audience, parce que c'est quelque chose qui se fait oublier. Mais moi, c'est vrai qu'en tant que technicienne, c'est quelque chose que je repère énormément dans les films, et je sais à quel moment et pourquoi, et ça m'intéresse. Mais voilà, c'est peut-être le côté le plus... la petite part artistique qu'on peut amener, sur laquelle on peut contribuer un tout petit peu, et parfois ça amène à des discussions de plusieurs minutes avec le chef opérateur et le réalisateur. Et on a des réalisateurs qui sont qui prêtent beaucoup attention à ça, et c'est agréable. Et comment ça se passe quand il y a plusieurs caméras en même temps ? Quand il y a plusieurs caméras, en général, admettons sur un tournage où on a 2 caméras, ce qui est assez commun, la caméra A, qui va être la caméra du chef opérateur si celui-ci a envie de cadrer, va faire les plans larges, va couvrir l'entièreté de la scène, de l'action. La caméra B fera des plans serrés. Et quand on sera ensuite sur un champ contre champ et un dialogue, on pourra tous les deux avoir une valeur relativement semblable, et on en aura un qui fera le plan moyen sur tel comédien, l'autre ce qu'on appelle le contre-champ sur l'autre comédien, et ensuite on resserrera tous les deux, on ira chercher un petit peu plus proche. De manière assez basique, c'est pas difficile de départager ce travail sur du plan large à un plan moyen, et ensuite de plan moyen, de plan serré sur du champ contre champ. C'est assez basique, ce genre de découpage. Du coup, je veux dire, c'est toi qui fais le point sur les 4 caméras ? Non, il y a à chaque fois un cadreur, à chaque fois un pointeur, et on se bat de plus en plus pour ne pas avoir qu'un seul second, mais avoir un second par caméra. Ça, c'est le budget qui l'autorise ou pas. Et d'ailleurs, quelque chose dont on n'a pas encore parlé, c'est que le second peut être aussi en charge de la data. Oui. Et alors là, ça devient plus problématique quand on n'a pas la possibilité d'avoir un deuxième second, quand on a une deuxième caméra. Là, c'est quand même pas très compliqué à justifier en réalité. Mais c'est vrai que le second qui quitte la face pour aller faire la data, ce qui arrive de temps en temps, reste toujours un petit peu problématique pour tout le monde.
Ouais. Et ça, c'est un peu une faute de budget. Oui, parce qu'en fait, faire les datas d'un film, c'est ce qu'on appelle aussi faire les backups. Et c'est-à-dire qu'en fait, pour le faire littéralement, je vais récupérer la carte qui est dans la caméra et je vais devoir aller la copier, en fait. C'est juste ça, sauf que qui dit gros moyen dit grosse config un petit peu. Donc en fait, je travaille effectivement sur un ordinateur comme celui-ci, mais je fais plusieurs copies. J'en fais 2 minimum, en simultané. Mais comme c'est en simultané, c'est des gros outils qui en fait prennent de la place et font un petit peu du bruit. Donc c'est pour ça que c'est jamais à la face. C'est pour ça qu'elle expliquait, Margot, que effectivement si moi je dois faire les datas, il faut que je parte les faire un petit peu à l'arrière. Donc en fait ça veut dire que je ne suis pas à la face et je peux pas subvenir aux besoins qui sont souvent à l'instant T en plus, quoi. Je peux pas anticiper tout le temps ce dont ils vont avoir besoin ou ce que va demander le plateau. Donc c'est pour ça que c'est compliqué de laisser, en règle générale, des premiers tout seul, quoi. Et tout à l'heure, quand tu disais que du coup, pour chaque caméra, il y avait un pointeur. Pointeur, c'est égal à premier assistant caméra. Ah, c'est la même chose. Okay. Pointeur, premier assistant caméra ou premier assistant OPV. Donc ça veut dire que sur un film, potentiellement, il peut y avoir plusieurs premiers assistants caméra, plusieurs seconds, enfin un second par premier du coup. Ça dépend. Alors, il y a autant de premiers que de caméras, mais il n'y a pas toujours autant de seconds que de caméras. Sauf effectivement quand on demande à un ou une seconde d'aller faire en plus la data, on se bat au maximum, mais en général, c'est pas trop difficilement accepté de la part des productions que d'avoir encore 2 assistants caméra quand on a deux caméras. Est-ce que vous trouvez que votre métier il a changé entre vos débuts et maintenant ? Oui, beaucoup. Quand on écoute les gens qui ont plus d'expérience que nous, les gens d'une autre génération, on sait à quel point il a changé en fiction, mais il a également évolué dans les possibilités de projets aussi. Il y a des projets qui se sont... des types de projets audiovisuels qui se sont créés également. Ouais, il a changé, mais c'est difficile de dire qu'il... Enfin, en tout cas, moi, pour ma part, je vais avoir du mal à me restreindre que à la fiction. Il a changé parce que j'ai travaillé sur d'autres projets avant, où, comme beaucoup, quand on commence, on a parfois... on n'a pas le choix que d'être seul et de devoir tout faire. On est assistant caméra... multitâche et on remplit les 3 postes en même temps. Si on s'attarde pas sur ces types de projets, mais qu'on reste vraiment dans l'univers de la fiction, je sais pas si moi j'ai assez de recul parce que assez d'expérience pour en parler vraiment, mais il a évidemment changé. De manière générale, je pense que alors c'est difficile de dire qu'on nous en demande plus parce qu'on n'en demandait pas moins avant, mais la demande elle a changé. Ce qui a principalement changé, d'après moi, c'est tout ce qu'on nous demande, avec l'exigence qu'on nous demande en un temps encore plus court. Et sans forcément nous laisser la possibilité des outils. C'est-à-dire que parfois on va nous restreindre sur le matériel technique, mais sur les effectifs également, où on n'est pas plus nombreux pour plus de matériel aussi. Et plus on a du matériel, plus on a des possibilités de plans, de rigs, de techniques, plus on laisse la possibilité aux décideurs d'être ambitieux, mais malgré tout, le nombre en effectifs n'augmente pas pour autant. Donc il y a un déséquilibre certain qui se fait, qui se constate tous les jours, avec lequel on se bat un peu, et qui est difficile parce que on sait qu'on répond à une ambition certaines et en même temps on ne nous laisse pas la possibilité d'y répondre correctement. Donc c'est nous qui compensons beaucoup. Donc pour ça, j'ai l'impression qu'il a changé là-dessus, principalement parce que la technologie elle a évolué et qu'on a beaucoup plus d'outils.
et qu'on nous demande de connaître très bien ces outils. Et ces outils, ils se multiplient et ils se détaillent. Et tout d'un coup, j'ai l'impression qu'on n'a plus qu'une seule, pas une caméra, un écran. Et maintenant, j'ai l'impression qu'on a 1000 écrans, 1000 façons de démultiplier l'écran aussi, 1000 façons d'accessoiriser cette caméra, d'accessoiriser n'importe quoi. On a toujours plus de commandes de points, on a toujours plus de plein de choses et ça augmente le risque de problèmes techniques, ça augmente la demande de connaissances et ça augmente le nombre de caisses à la fin. Bah ouais, on a toujours que 2 bras pour les porter. Hein. Forcément. L'évolution dont je peux parler, tu vois, ça s'est développé avec le Covid. J'en ai parlé en tout début, très vite fait, mais en fait, effectivement, avant, on travaillait avec donc moins de matériel, et ça en revient à dire que donc on avait pour le 3e moins d'écran à gérer. Et en fait, maintenant, c'est toujours le même souci. Tout le monde, vraiment tout le monde, pour fonctionner, veut des écrans. J'ai vu de plus en plus des chefs élect, tu sais, qui en veulent, carrément des assistants à la réalisation qui en veulent pour pouvoir voir vraiment face à eux les problèmes qu'ils vont avoir avec la figuration et tout ça. Donc je trouve que c'est des ajouts pratiques, j'en suis d'accord. Après, je trouve qu'on oublie aussi d'un côté qu'on savait et on sait fonctionner sans écran et que des fois, moi, je pense que ça peut apporter des choses différentes et que c'est pas plus mal. Mais du coup, moi, je serais pour rajouter tout ce matériel, effectivement, s'il y avait plus d'assistants vidéo sur un plateau, quoi. Parce qu'on en revient toujours au même problème où tout d'un coup, il y a 15 personnes qui viennent voir un assistant vidéo et lui dire j'ai pas d'image, je comprends pas, il la faut tout de suite, absolument tout de suite. Alors qu'en fait, quelquefois, c'est pas la priorité du plateau et de l'assistant vidéo, et donc c'est le même problème, quoi. Le digital, il a aussi fait baisser les coûts. Par exemple, avant, je sais que les bobines, ça coûtait une fortune. Et c'est là où je trouve que c'est intéressant d'y revenir, parce que c'est quand même, en fait, c'est faux. C'est pas vrai. Et ça peut quand même coûter plus cher que le stockage. On en revient au même prix, nous, quasiment, en fait, à peu près de ce qu'il en est, de comment on utilise. Ah oui, au même prix, parce que du coup, il y a beaucoup plus de données. Mais si on stockait autant de rush qu'à l'époque où on utilisait non, mais si on était aussi efficace qu'à l'époque et qu'on ne tournait que quand on était prêt et qu'on avait répété et qu'on était sûr que tout le monde avait bien compris ce qui se passait, on gagnerait beaucoup de temps, mais on gagnerait aussi en énergie, nous. Ouais. C'est épuisant de les faire, les refaire pour tout le monde. Pas que, moi je vais parler pour moi au point, mais évidemment pas que pour moi, pour tout le monde, pour les comédiens en premier. C'est épuisant. Donc il y a quelque chose qu'on a gagné, il y a quelque chose qu'on a gagné en espèce de sérénité, enfin pas en rapidité, mais en tout cas en possibilité, en agilité, mais on n'a pas gagné en rigueur, loin de là. Je suis pas convaincue de ça. Et en plus de ça, la manière dont on fait ces rushs-là, ils coûtent quand même cher, parce qu'on est sur des rushs qui demandent beaucoup de traitement derrière, finalement, et en plus beaucoup, effectivement, d'espace physique, et en plus de temps, finalement, parce que on en tourne une quantité des fois complètement aberrante dans la journée, et qu'en fait, finalement, la plupart des gens oublient qu'il y a une partie du plateau qui s'en va au moment où on dit fin de journée, et il y a une personne qui reste derrière. Quand il peut y avoir des soucis, on peut rajouter 1 heure derrière rien que de sauvegarde de ces rushs-là, et donc en fait, tous les rushs qu'on fait, ils sont traités en plus, même si nous, on sait très bien que la première, par exemple, elle est ratée et elle sera pas montée. Elle est quand même traitée de la même manière que l'autre, parce qu'on sait jamais, ou tout ça. Et donc, en fait, il y a plus de traitement qu'avant, quoi. Il y a beaucoup de gâchis. Entre gros guillemets, quoi. Il y a beaucoup de gâchis, je pense. Beaucoup de gâchis, ouais. Et du coup, pareil, on n'a pas parlé, mais qui c'est qui vous appelle de base, qui c'est qui t'appelle toi de base, Margot? C'est le chef-op qui choisit sa première assistante caméra, et ensuite toi tu choisis second, troisième? Tout à fait. Alors évidemment, la plupart du temps, ça se passe comme ça. Il m'est arrivé, moi, d'être contactée par des directeurs ou directrices de production quand sur peut-être plus du court terme, sur une publicité, un chef opérateur n'a pas d'assistant disponible à ce moment-là. Il y a après aussi le bouche à oreille où je me fais recommander pour des remplacements. Donc je vais venir pour ce qu'on appelle des renforts. Et là, je rencontrerai donc une toute nouvelle équipe parfois.
Et là, ce sera peut-être un assistant, un pointeur qui veut se faire remplacer et qui me recommandera. Mais de manière générale, pour la constitution d'une équipe, quand on part sur un long, c'est oui, le chef opérateur, on se connaît, on a déjà travaillé ensemble, donc on se choisit mutuellement en réalité. Et ensuite, moi, j'engage le ou la seconde. Le ou la seconde peut engager le ou la troisième, sauf si je les connais, sauf si c'est une équipe qui est déjà rodée, sauf si on a tous travaillé une ou plusieurs fois ensemble, ce qui est plutôt un avantage, parce qu'on a besoin d'être rodé, on a besoin de se connaître, on n'a pas beaucoup de temps à perdre pour s'expliquer les choses, pour se dire comment chacun fonctionne, et en général, moi j'ai encore moins le temps pour essayer de comprendre comment l'autre fonctionne, je vais plutôt chercher à imposer mon fonctionnement. Donc il faut que ça corresponde aussi en face, même si je suis toujours ouverte à des propositions, des suggestions d'autres méthodologies qui pourraient être efficaces ou en tout cas qui ont plus de sens. Et parfois je laisse les gens faire à leur façon tant que moi ça ne me concerne absolument pas. C'est-à-dire que le rangement du camion, moi j'en ai rien à faire tant qu'on ferme le camion à l'heure le soir. Quelle était la chose la plus challengeante que vous ayez vécue sur un tournage ? Sur un truc purement technique, c'est ce qu'on appelle les stunt units, les cascades. Donc c'est vrai qu'il y a le challenge, c'est de la rentrer dès la première, quoi, et en faire qu'une seule, idéalement, pour minimiser les risques. Ouais, moi si je peux... Ouais, un des trucs challengeants là-dessus, ça a été plutôt sur le film Acide de Juste Philippot, où c'était mon dernier film en 3e. Et en fait c'est un road movie sur en fait c'est sur un peu de la science-fiction, sur des pluies acides qui s'abattent sur le monde et donc en France, donc il faut fuir, donc en fait c'est un genre de road movie où constamment on est dans des voitures embarquées qui fuient à toute allure dans des champs de boue et quoi que ce soit. Et du coup, en fait, en termes d'orga et justement en parlant de config proprement parlé, c'est ça qui était assez challengeant parce que c'était que ça toute la journée. Et normalement, je trouve qu'en fait, en temps normal, on fait un film, y a une accroche voiture à faire dans la journée, il y en a une, ça va. Et donc, elle est un petit peu pas si challengeante parce qu'on a le temps de la préparer. Elle est, on y passe quelques temps, puis après, on part faire autre chose d'un peu plus calme et tout. Là, c'était quand même assez que ça, sur des jours et des nuits d'ailleurs, dans la boue, à en fait constamment préparer un véhicule, puis ensuite un autre, et c'est-à-dire que on se retrouve à la vidéo à accrocher des écrans à peu près partout, à attacher les systèmes de retour à chef partout, et en plus de ça, on passe des nuits, on a passé des nuits dans la boue, mais en fait c'est carrément des ils appellent ça un décor, mais c'est juste pas des décors, quoi. C'est vraiment dans des mares de boue, on était jusque là. Il y en a plein qui sont tombés dedans carrément, éreintés par le truc, mais quand même ça reste un tellement super beau souvenir, parce que c'était ce réalisateur-là, Juste Philippot, qui nous a poussés à la fois à bout, et qui venait tous les soirs nous dire merci au cul du camion, et c'est ça en fait qui me dit, des fois je me dis, ça c'est un film qu'on a envie de faire et de refaire, parce que... comme quoi, en fait, quelque part, on se plie en 4 pour faire un film, mais ça vaut le coup, quoi. Quel a été le ou les meilleurs moments que vous avez vécu grâce à ce travail ? Moi, je suis très sensible à la performance des comédiens, au travail du réalisateur avec les comédiens, parce que c'était aussi ma première vocation. Ça, c'est quand il y a quelque chose de précieux, de quali qui arrive à ce moment, c'est assez dingue à regarder. Regarder un chef opérateur travailler aussi, même si la caméra, je suis tombée un petit peu presque par accident là-dedans, j'ai quand même développé un intérêt, un sens de la lumière, de l'appréciation, de la critique. Moi, j'ai un très bon souvenir pour autre chose aussi, de La Nuit du 12 de Dominique Moll, parce que c'est quand même, en fait, aussi un souvenir mémorable, par rapport à ce qu'on disait avant, parce que j'étais face aussi à un réalisateur un peu connu, de niche quand même, je pense, mais quand même un nom, qui a gagné quelque part des Césars, tout ça, et c'est ça, je me souviens aussi du truc au début de m'être dit genre waouh, en fait on est sur
enfin, pas un vrai film, mais en fait ce genre de film qui fait quelque part un peu peur dans les premiers jours, où tu te dis genre, ok, là, je suis en face de quelqu'un, quoi. Et ça, c'était quand même un très bon souvenir, parce que ça fait peur et ça réveille un peu le courage de te dire il faut que je donne le maximum, quoi. À moindre échelle quelque part, parce qu'effectivement j'étais troisième, mais et en plus de ça on traitait aussi un sujet quand même important qui est le féminicide, et qui est une histoire vraie aussi, modifiée, mais qui est une histoire vraie, au détour des enquêtes policières, et qui était quand même un sujet effectivement qui porte, quoi. Parce que c'est pas tous les films qu'on fait qu'on a réellement envie de faire. Par exemple, moi je suis seconde, donc en fait quelque part je choisis un peu moins les films que je fais que Margot, ou qu'encore le chef-op. Il y a des fois quelque part en fait on me propose un film juste parce qu'il faut payer un loyer, qu'il faut que je mange, hein, comme plein de gens. Et il y en a où en fait on a la chance de se retrouver sur un projet qui porte comme ça, et qui est quelque part important pour la société dans laquelle on vit. Et ça fait vraiment, c'est un bon plaisir, et c'est important. Moi j'espère qu'il y en aura plus, mais c'est pas tout le temps. Est-ce que vous avez des anecdotes de tournage ? Une des anecdotes dont je me souviendrai un peu longtemps, c'est donc sur un film où on faisait plein d'accroches constamment, un peu partout, un peu tout et n'importe quoi, pour faire une super image. On avait une accroche bien rodée qui consistait à mettre sur un pick-up un black arm. Un black arm, c'est... Bon, alors je l'expliquerai vachement moins bien qu'un machinot, évidemment, mais c'est un genre de déport et de bras de suspension qui va amortir les chocs, en fait. Donc on le met à l'avant de la voiture, et au bout de ce black arm là on accroche un ronin, donc qui lui aussi amortit les chocs, et en plus ça permet que le chef opérateur soit à l'arrière du véhicule et puisse diriger le ronin avec des manivelles, en fait, comme une tête normale. Et donc le plan consiste, avec cette accroche là, à suivre une voiture à l'avant qui arrive sur une route de campagne, qui voit plein de voitures devant elle, et dans un souci de rapidité et d'aller sauver un autre personnage, coupe à travers champs. Et pour couper à travers champs, il y a quand même un talus d'un bon mètre, je crois. Donc on installe tout ce rig, on est hyper prêt, le plan va être super. Et en fait, dans ce cas-là, on fait un premier test, et la voiture, le pick-up, est conduit par un cascadeur. Et donc, les cascadeurs font cette répète en y allant quand même un petit peu rapidement, ce qui fait qu'en fait, on fait un premier essai, la voiture passe le talus, et la caméra, le ronin se coupe en deux, tombe par terre, en plein milieu de la répète. Donc en fait, nous, on était un peu loin, c'est ça ce qui est quand même un peu drôle, un peu loin. J'étais avec les machinots, et on se dit, attends, il y avait une caméra au bout, normalement, de la suspension. Et en fait, mon chef, d'ailleurs, revient un peu avec les deux bouts du ronin à la main, comme ça. Le truc s'est fissuré, à cause donc c'est un problème technique, en fait, les deux forces, à la fois du black arm et du ronin, ont fait contrebalancier, et le truc a fissuré. Mais donc ce qui est hilarant, c'est qu'on était quand même un peu tous en train de se dire merde, c'est quand même assez compliqué d'avoir cassé un ronin. Bon, les casses ça arrive, mais bon, faut quand même les justifier. L'espace d'un instant, tu pries quelque part chacun du tournage en se disant j'espère que c'est pas de ma faute, parce que c'est quand même avoir mal serré quelque chose. C'est ce qui se passe quand on casse quelque chose, avoir mal serré un truc, une vis, un serrage, c'est un peu bon, voilà. On se rend compte que ça va, c'est vraiment juste le ronin qui est fissuré en deux. Et notre super chef opérateur qui arrive, qui dit ok, c'est pas grave, je me mets à la place du ronin. Ce à quoi on lui dit non, non, on peut pas t'accrocher à l'avant d'une voiture quand même, c'est compliqué. Et si, il s'est accroché à l'avant de la voiture, en dessous du black arm, comme ça. Les machinots l'ont accroché avec, il me semble, une sangle, tu vois. Il a pris la caméra à l'épaule, et on a refait le plan sans passer le talus, parce que là, à ce moment-là, quand même, le Dirprod a dû arriver à dire on va pas le faire jusqu'au bout. Si un ronin cède, peut-être pas un chef opérateur, quoi. Donc voilà, et ce plan est au montage, quand même.
Voilà, c'était la petite anecdote où en fait je me souviendrai quand même. Le chef-op déterminé. Voilà. Ouais, mi-chef-op, mi-cascadeur. Mi-cascadeur, ouais. Et comme quoi, on est donc jusqu'au bout des choses pour un plan, quelque part. Ouais. Et c'est Prêt là à où prendre des des fois, risques, hein. c'est ça, où en fait, il faut faire gaffe quand même et se dire que des fois, il faut avoir un bon chef machinot ou un bon dire-prod qui ose venir sur le plateau et dire non, quoi. Ouais, s'il y en a qui s'emballent, ouais. C'est ça, on Ouais. en est juste à faire un plan, à la limite, on le fait pas et tant pis, quoi. Mais bon. Dernière question. Quel autre métier du cinéma pensez-vous n'est pas assez mis en avant et qui pourrait faire l'objet d'un prochain épisode ? Ouais, le chef machinot, parce qu'en plus, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui voient tout à fait ce que c'est. Ouais, hein. je pense qu'il y en a plein qui comprennent pas ce que c'est, en vrai, rien que la machinerie, machinot, ça évoque pas grand chose, je pense, en termes en plus Non. de titres. Non, le machinot qui... oui, qui a un énorme rôle à jouer dans les confis de caméra, dans les structures, dans les rigs, dans les accroches, et dans le cadre. Ouais. Parce que pousser une dolly sur un rail, c'est tout un art, en vrai. Faire un mouvement de grue aussi, en fait, il y a plein de leurs accessoires à eux qui servent en fait à faire une grosse partie de l'image pour pas mal de plans. Et en plus, ils ont un gros rapport avec nous, autant pour la caméra, et aussi ils sont très proches de la lumière finalement, parce que en fait, faire une lumière, mettre un projecteur, c'est pas forcément sur un pied. Et ça, on fait souvent appel à eux pour installer des trucs un peu n'importe où. Et c'est ça qui est un peu... C'est un peu des couteaux suisses, quoi. Ils aident énormément et la caméra et la lumière, et ils sont responsables de la sécurité sur le plateau, donc ils sont responsables un petit peu de nous tous, en vrai. Eh bien, merci beaucoup Margot et Léonore. Eh ben, merci à toi. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode des métiers cachés du cinéma. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, mettre une note et un avis sur votre plateforme d'écoute préférée, et je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode.